Bonjour, bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens organisé en partenariat avec la Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan qui est député de l'Essonne, président de Debout la France et qui est aussi maire de Hyères, maire élu avec 80% des voix au premier tour, ce qui est un record en France pour une ville de cette importance, 29 000 habitants. Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue donc sur ce plateau. Vous allez être interrogé par trois journalistes de notre partenariat. Il y aura Laurent de Boissieu de la Croix. Bonjour. Bonjour Laurent. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Masneau de RCF. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors nous allons commencer bien évidemment par l'actualité. Et l'actualité en ce moment, c'est cette loi de Mme El Khomri. Est-ce qu'il fallait toucher, à votre avis, au Code du travail pour créer des emplois ? Je pense qu'il y a besoin d'une simplification des textes, car le Code du travail est trop complexe. En revanche, je pense qu'on a le génie dans notre pays, en tout cas ce gouvernement-là, pour créer des débats passionnels à partir de lois inutiles. On a vécu pendant 3 mois sur la déchéance de nationalité qui ne concernera que quelques personnes. Et maintenant, c'est reparti pour un sujet de division nationale totalement contre-productif. Mais sur le code, qu'est-ce que vous auriez changé ? Je m'explique. Cette loi ne traite pas le problème des entreprises. Cette loi est faite pour donner un gage à Bruxelles, pour permettre aux grandes multinationales de licencier facilement dans notre pays. Je trouve surréaliste qu'un gouvernement n'ait comme projet que de faciliter les licenciements, alors que son boulot, ce serait de faciliter les embauches. Rien sur le RSI pour les artisans et les commerçants. Vous savez, le RSI, c'est le régime social qui tue nos artisans et nos commerçants. Rien sur la concurrence déloyale des travailleurs détachés, qui ne payent pas les charges sociales en France. Rien sur les difficultés de trésorerie de nos PME qui sont asphyxiées par les banques. Et rien pour relancer le carnet de commandes. Et faire croire qu'en rendant les salariés malheureux, en précarisant les conditions de travail, on va assurer la réussite des entreprises et du pays, c'est un non-sens. Les chefs d'entreprise que je connais, les PME, me disent tous la même chose. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, on peut licencier. Mais notre boulot de chef d'entreprise, c'est de créer de la richesse, c'est pas de licencier. Donc que le gouvernement nous aide à créer de la richesse, plutôt qu'à faciliter la misère. Et je trouve scandaleux cette espèce de, d'unanimisme dans un certain milieu dirigeant français qui s'octroie des bonus extravagants, des salaires magnifiques, des retraites chapeaux, et qui demande toujours plus de sacrifices à nos concitoyens, alors même que l'enjeu majeur, c'est de relancer la consommation, le pouvoir d'achat, l'économie. Je trouve qu'il y a un contresens total. Voilà. Alors, une première question de Romain Masneau de RCF. Quand vous voyez des jeunes manifester contre la loi El Khomri, des étudiants, des lycéens, même un peu comme lors du CPE en 2006, même si c'est différent, est-ce que vous dites que cette jeunesse, elle est manipulée par une partie de la gauche, ou est-ce que c'est une révolte sincère face à une politique qui n'a jamais été clairement annoncée par le président Hollande lors de la présidentielle de 2012 ? Il y a les deux. Il y a une gauche qu'on connaît qui est archaïque et incohérente. Parce que Mme Aubry, c'est la première à avoir été d'accord avec cette Europe du nivellement par le bas, et puis après qu'à se plaindre des conséquences. Donc quand on crée une Europe qui n'a comme pour objectif que de ramener la majorité des salariés au salaire bulgare à 200 € par mois, il ne faut pas s'étonner qu'après il y ait des problèmes. Donc incohérence d'une gauche archaïque, mais en même temps, parce qu'il faut des réformes. Moi je ne suis pas hostile à une simplification, on en reparlera, du droit du travail, quand c'est trop compliqué. Mais simplifier, ça ne veut pas dire réduire les droits des salariés. Et la confusion du gouvernement, c'est que sous prétexte de simplification, il fait une loi très compliquée qui favorise les grandes entreprises et qui ne traite pas les problèmes des petites. Donc moi, je ne suis pas manichéen. On a besoin de réformes dans notre pays. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire les réformes contre les Français au profit d'intérêts qui veulent toujours accumuler de l'argent et qui ne servent pas l'intérêt général. Et par exemple, la dernière proposition du gouvernement pour surtaxer les CDD, pour favoriser les embauches en CDI, c'est plutôt une bonne piste pour Plutôt, vous ? ça peut être intéressant. Comme le compte personnel d'activité que j'ai demandé depuis des années, c'est-à-dire la sécurité professionnelle. Moi, je ne suis pas hostile à des réformes.
J'entends les demandes des PME, mais je ne crois pas, si vous regardez le monde d'aujourd'hui, les entreprises qui réussissent, ce sont des entreprises exemplaires socialement. Ce ne sont pas des entreprises qui martyrisent leurs salariés. Et d'ailleurs, il y a peu de chefs d'entreprise qui ont envie de le faire. Simplement, cette loi, en fait, elle va donner une prime aux patrons voyous. Cette loi, elle va donner une prime aux patrons qui utilisent la main-d'œuvre de manière malsaine. Je crois qu'au contraire, moi j'aimerais avoir une loi, et c'est mes propositions, qui au contraire favorise les patrons, et la plupart d'entre eux, qui veulent élever le niveau, qui veulent faire travailler, qui veulent parfois avoir de la souplesse, mais je crois qu'on devrait au contraire favoriser les incitations à créer de la richesse. Donc cette loi est une loi de régression sociale, maladroite et inutile. Laurent de Boissieu de la Croix. Concrètement, dans cette loi, il y a aussi l'idée de renverser un peu la hiérarchie des normes, que ce soit désormais la négociation collective dans l'entreprise qui prime qui ait plus d'importance par rapport à la loi. Où vous situez dans ce débat, qui est aussi beaucoup un débat entre ce qu'est la droite aujourd'hui, ce qu'est les Républicains aujourd'hui, et ce qu'est la gauche. J'y suis totalement hostile. Ça sera le renard dans le poulailler. Je crois à la loi, je crois à l'égalité des citoyens. Je pense qu'il faut des règles simplifiées pour les entreprises, mais unitaires pour le pays. Le temps de Parce travail, que, notamment, le temps mais de bien travail, sûr, la durée du temps de après travail. qu'il y ait des accords, attention, qu'il y ait des accords par branche, oui. Qu'il puisse y avoir de la souplesse par entreprise, notamment sur les heures supplémentaires, oui. Mais en garantissant par la loi et les accords de branche un supplément de rémunération pour ces heures supplémentaires. On va parvenir au 19e siècle. Je ne comprends pas cette espèce d'obsession d'une certaine droite, des républicains comme des socialistes, à vouloir que tout se fasse dans l'entreprise. J'ajoute que beaucoup de chefs d'entreprise sont inquiets, parce que ce système, voulant casser tout ordre général, va aboutir au désordre dans les entreprises, au conflit dans les entreprises, et va favoriser une fois de plus les grandes entreprises, qui pourront offrir de meilleures conditions que les petites. Donc on est en train de... pour simplifier, parce qu'il faut simplifier, je ne suis pas hostile à des réformes, mais pour simplifier, on est en train de complexifier et d'entraîner un virus de combat politique dans toutes les entreprises de France. Ça ne servira pas les chefs d'entreprise, ça va créer des conflits partout, ça va fragiliser les salariés, précariser l'emploi. C'est malsain. Ça fait plusieurs fois que vous dites que je ne suis pas hostile à des réformes, mais alors, Oui. concrètement, on ne voit pas encore concrètement quelles sont vos réformes. Je vais vous le dire. Première chose, supprimer le système des travailleurs détachés. Tout salarié détaché en France, un Roumain peut venir travailler, mais il doit payer les charges sociales françaises. C'est la base de tout. Car je vois aujourd'hui des milliers d'entreprises faire faillite, des PME, 500 000 travailleurs détachés. D'ailleurs, vous remarquerez que la croissance repart légèrement, très légèrement, mais que l'emploi diminue. C'est normal. Nous avons une concurrence déloyale au cœur du système. Premièrement, suppression du RSI et véritable réforme du RSI pour arrêter l'hémorragie des commerçants et des artisans. Troisièmement, contrôle des banques pour que les prêts de trésorerie soient vraiment faits et que l'argent des banques, notamment donné par la BCE, n'aille pas à des activités spéculatives. Contrôle des banques par l'État. Non, il faut séparer vraiment les banques de dépôt des banques d'affaires. C'était une promesse de M. Hollande, je crois, qu'il n'a pas faite. Quatrièmement, relancer le pouvoir d'achat. Il faut bien comprendre qu'il y a la crise aujourd'hui parce qu'à force de réduire les salaires partout, eh bien, il n'y a plus de consommation. Et les chefs d'entreprise, ils veulent des commandes. Vous ne créez pas une entreprise pour licencier des gens. Vous créez une entreprise pour avoir des commandes. C'est le monde à l'envers. Personne ne le dit. Enfin, aujourd'hui, tout le monde, de droite comme de gauche, aujourd'hui veut une politique de l'offre et pas une politique de la demande, comme vous la. Est-ce que on va vous dire, mais vous êtes le dernier quasiment aujourd'hui. Je ne suis pas le dernier, je suis avec le premier. Mélenchon et Marine Le Pen à encore être sur une politique de la demande. Mais attendez, ça fait 20 ans qu'on nous fait une politique de l'offre qui échoue. Il faut une politique de l'offre, il faut de la compétitivité, il faut des réformes, il faut simplifier par exemple le code du travail. Il y a 3000 pages, c'est complètement aberrant. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit enlever les droits des salariés, qu'on doit revenir au Moyen-Âge, qu'on doit créer une instabilité, une insécurité qui pénalise énormément nos concitoyens. Est-ce que vous réalisez que la faiblesse du SMIC, je veux absolument qu'on renforce le pouvoir d'achat et je proposerai très prochainement des mesures très fortes, notamment pour baisser les charges sociales sur les salariés. Car s'il n'y a pas de consommation et pas de pouvoir d'achat, mais il n'y a plus d'entreprise. Donc, une politique de l'offre, oui, il ne faut pas être manichéen dans la vie.
Il a fallu baisser les charges. On a baissé les charges de 40 milliards des entreprises. Mais s'il n'y a pas de consommation, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut les deux. Une politique de l'offre, une simplification, une concurrence loyale. Par exemple, je propose l'étiquetage des produits. Chaque Français doit savoir quand il achète un produit quelle est la part du français. Parce que je suis convaincu que les Français veulent acheter français. Ils veulent créer des emplois. L'achat, les emplettes, ce sont nos emplois, comme disait le slogan. Une question d'Alain Baron, de Radio Notre-Dame. Plus profondément, est-ce qu'il est possible de réformer en France? Parce que le gouvernement a fait des maladresses, vous l'avez dit. Le gouvernement, M. Sarkozy aussi, avait du mal à réformer. Est-ce qu'on peut réformer ce pays? Oui, mais on ne peut pas réformer contre les Français. Voilà. C'est-à-dire que moi, on peut faire des réformes, et j'ai une expression peut-être qui va vous surprendre, enfin qui est simple, l'effort de tous au profit de tous. Il y a soit les socialistes archaïques, Madame Aubry et toute la bande, qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire d'efforts et qu'on peut continuer à raser gratis. Ça, c'est fini. Moi, je ne serai pas dans cette démagogie de M. Mélenchon, même de Mme Le Pen, souvent. C'est-à-dire la retraite augmente de 25%, le SMIC, et puis voilà, on continue. Ça, c'est pas possible. En revanche, il y a maintenant les socialistes et les républicains, c'est les mêmes, c'est la même politique. M. Macron pourrait être ministre de Sarkozy et vice-versa. C'est l'effort d'une majorité de Français, surtout les plus pauvres, au profit d'une minorité de Français. Ça échoue, ça ne marche pas. Parce que le peuple français est un peuple égalitaire. Le peuple français est une exception, oui. Il n'a pas envie de travailler à 300 € par mois pour que les profits de certains et que M. Carlos Ghosn, PDG de Renault nommé par l'État, gagne plus de 10 millions d'euros. J'ai calculé que M. Carlos Ghosn, PDG d'État de Renault, gagne plus que tous les ouvriers d'une usine. C'est insupportable pour moi. Donc moi, je crois qu'on y arrivera en France à faire des réformes quand on aura un pacte gagnant-gagnant. On demande à tous les Français des efforts parce qu'on ne s'en sortira pas sans efforts. Oui. Mais ces efforts vont profiter à tout le monde. Et je prends un exemple, la participation dans l'entreprise. Faire en sorte qu'on soit actionnaire de son entreprise. Moi, je propose, par exemple, une baisse d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui donnent des actions à leurs salariés. C'est la société de participation. Je propose la baisse, division par 2 de l'impôt sur les sociétés, c'est beaucoup, divisé par 2 l'impôt sur les sociétés, pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Ça coûterait moins cher que le CICE et le pacte de responsabilité. Mais pourquoi donner de l'argent à des chefs d'entreprise qui délocalisent? Moi, je veux bien tout, mais il faut une carotte et il faut un bâton. Je veux la carotte pour ceux qui investissent en France. Je ne veux pas qu'on donne de l'argent public à des gens qui délocalisent. Il faut réconcilier l'entreprise et les Français. Et pour réconcilier l'entreprise et les Français, il faut que l'État change les règles du jeu. Aujourd'hui, c'est plus rentable pour un chef d'entreprise de délocaliser ou d'employer des travailleurs détachés. Ce n'est pas de leur faute, ils font ce qu'ils peuvent. Donc il faut changer les règles pour relocaliser l'emploi. C'est Romain Mazenot qui vous pose une question. Romain Mazenot de RCF. Sur tous ces sujets, sur les réformes que vous avez annoncées, est-ce qu'il faut gouverner par ordonnance, par référendum, comme le disent plusieurs leaders des Républicains? Par référendum, oui. Oui. Par référendum. Pas par ordonnance. C'est le gaulliste que vous êtes oui. Qui dit ça. Je suis convaincu qu'on débloquera la France par référendum. Comment imaginer qu'on puisse continuer, comme depuis 20 ans, à gouverner contre les Français? Enfin, c'est quand même extravagant ce qui se passe, les amis. Ça fait 20 ans. Mais vous montez dans un autocar. Le conducteur vous met dans le ravin. À 3 reprises. Est-ce que vous remontez dans le même autocar? Mais il n'y a que la France qui fonctionne comme ça. Il n'y a que la France où des gens qui ont échoué, qui ont créé le chaos économique, qui ont la dette, les phénomènes migratoires, la pauvreté, se représentent éternellement comme si c'était un dû. Alors, sur quel sujet les référendums? Oui, voilà. Sur quel sujet? Alors, plusieurs. Les référendums. La réforme institutionnelle. Il faut aérer le système, il faut remettre un peu de proportionnel, il faut rendre le vote obligatoire pour que tous les Français votent et qu'ainsi on aère le système, qu'il ne soit pas réservé à une moitié de Français. Est-ce que vous réalisez qu'il y a 25 millions de Français qui ne votent plus? 60% du corps électoral. 60%. Pourquoi je dis 60? Il y a 5 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur les listes. Et après, il y a la moitié des Français qui ne votent pas. Et après, au second tour des départementales et des régionales, il y a 8% de vote blanc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 60% de Français qui ne veulent plus voir ces gens-là. Mais comme ils ne votent pas, eh bien ils restent.
Alors un coup, M. Macron, un coup, M. Wörth, un coup, etc. Mais ça suffit. Pour la même politique qui a échoué. Il pourrait voter pour les autres candidats, il pourrait vous présenter des candidats à chaque élection. bien, Il on pourrait progresse. voter, plutôt que Oui. s'abstenir, il pourrait voter Oui, pour vous. mais ils vont commencer. Mais il faut qu'on entende parler de nous. Il ne faut pas que les radios et les télévisions, je vous remercie de m'inviter, fassent des débats dans le Nord, pour le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, ou PACA, avec uniquement la famille Le Pen et puis ceux qui ont échoué. Parce qu'à force d'enfermer les Français dans ce trio infernal, soit vous partez dans l'excès avec la famille Le Pen, soit vous gardez des gens qui ont échoué. C'est ce piège que je déteste et que je veux casser. Et quels autres Et sujets pour le référendum ? mon combat politique, c'est là-dessus. Alors les autres référendums, Alors. le contrôle des frontières nationales, le changement de la politique pénale, pour que les délinquants soient en prison et pas en liberté, la réforme éducative pour qu'on apprenne à lire dans nos écoles et qu'on rétablisse l'école du mérite, de l'effort, l'école républicaine, et puis enfin un référendum sur les institutions européennes pour qu'on rebâtisse une belle Europe des nations, des projets, comme Airbus, Ariane, mais pas une Europe supranationale qui nous étouffe. Voilà, ça, ce sont les 5 référendums que je propose. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. La France a vécu la semaine dernière au rythme du salon d'agriculture. Tout le monde y est allé, y compris les évêques français d'ailleurs, qui avaient envoyé une délégation. Vous avez dû y aller aussi. Bien sûr, oui. Quelles sont vos préconisations pour sortir de cette crise agricole ? Toujours les mêmes. J'étais l'un des premiers à dire que la suppression des quotas laitiers était une folie. Ça a commencé sous le gouvernement, c'était Michel Barnier, ministre de l'Agriculture, puis Bruno Le Maire, qui a quand même entériné la suppression des quotas. Alors il dit aujourd'hui, j'étais pas content, c'était pas moi, c'était Nicolas Sarkozy. Mais enfin, il était vendu gouvernement de Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai refusé de soutenir ce gouvernement. Donc il y a un moment, il faut être comptable de ses actes. Et puis M. Le Foll, qui regarde passer les trains, qui d'ailleurs, c'est scandaleux, M. Le Foll, socialiste, a été présent à la moitié des conseils des ministres de l'Agriculture à Bruxelles. Vous vous rendez compte ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a supprimé les quotas laitiers, donc on a supprimé le prix garanti du lait, donc on est arrivé dans un système ultralibéral qui n'existe ni aux États-Unis, ni au Canada, ni en Suisse. Et on a dérégulé tout, et nos agriculteurs sont en train de crever, au sens propre, malheureusement, puisqu'il y a un suicide tous les 2 jours. Alors tout ce petit monde politique qui a signé tous ces accords européens, qui ont détruit la seule politique européenne intégrée. Et moi, on dit que je suis anti-européen, alors que je défends le prix garanti du lait, les quotas laitiers, parce que je crois à l'organisation de marché. L'agriculture n'est pas une activité comme une autre. Donc la seule solution, c'est de rétablir des quotas laitiers par pays, et donc de faire la politique de la crise à Bruxelles. Soit nos partenaires cèdent, soit on s'en va. Et comme ils céderont, nous réussirons à transformer et à recréer une vraie politique agricole. Une politique agricole commune pour sauver le pouvoir d'achat de nos agriculteurs et leur permettre de vivre de leur travail. C'est tout. Là, un chiffre, les États-Unis dépensent 2 fois plus par habitant de subventions publiques pour leur agriculture que l'Europe. Merci, et nous reparlerons de l'Europe dans un court instant, car nous marquons une toute petite pause dans ce Face aux chrétiens. A tout de suite, on vous retrouve avec Nicolas Dupont-Aignan. Deuxième partie de ce Face aux chrétiens avec notre invité Nicolas Dupont-Aignan, qui est maire de Hyères, qui est député de l'Essonne et président du parti politique Debout la France. Et nous allons cette fois-ci l'interroger sur l'Europe. Alors, monsieur Dupont-Aignan, à l'Europe se pose en ce moment un problème monumental, on ne sait pas trop comment l'aborder, qui est celui des réfugiés qui ont droit à un asile, puisque ce sont des réfugiés de guerre, de réfugiés de persécution. Comment l'Europe peut-elle accueillir ces gens que l'on ne peut pas laisser à la frontière ? Ils ont droit, c'est un droit, l'asile politique. L'asile politique est un droit quand c'est un véritable asile politique. En revanche, ça fait plusieurs années que l'asile politique est détourné et se transforme en migration économique de grande ampleur. Et sur ce sujet extrêmement difficile, je pense qu'il faut éviter 2 démagogies. La première démagogie, c'est celle de dire tous à la mer, on rejette tout le monde. Je n'ai jamais été de cette ligne-là. L'autre démagogie, c'est de faire croire qu'en accueillant tout le monde, on va régler le problème. C'est de la fausse générosité. Je sais que ces gens sont sincères en disant qu'il faut les accueillir. Mais un homme d'État doit penser
à l'intérêt général dans le long terme. Et on s'est aperçu qu'on paye très cher la fausse générosité de Mme Merkel, qui a ouvert toutes les portes de l'Europe à un flux inconsidéré de migrants économiques, dont certains réfugiés bien sûr, ce faisant déstabilisant les nations européennes, créant un appel d'air monstrueux, nourrissant des passeurs et appelant des dizaines de millions qui attendent en Afrique. Mais que feriez-vous Alors, devant c'est très cette simple. arrivée de réfugiés? Plusieurs choses. Premier point, je suis le seul candidat à la présidentielle en 2012 à avoir parlé du développement de l'Afrique. On me riait au nez sur les plateaux de télévision. Vos confrères ne voulaient même pas me poser une question sur mon projet sur l'Afrique. C'est fondamental. On en reparlera sans doute un autre jour, mais c'est fondamental. On a été capable de donner 1000 milliards d'euros aux banques. On n'est pas capable d'avoir une aide au développement. Tant qu'on ne comprendra pas ça, la population africaine va doubler dans 30 ans. C'est le défi numéro 1 de l'Europe. Tout le reste, c'est de la littérature. Donc, je tiens à dire ça. Premier point, il faut que ces gens puissent vivre chez eux. Et pour les Personne ne Syriens, nie. parce que là, il Pour s'agit les de Sy- Syriens. Oui, non. Sur les migrants, je connais bien le sujet. J'ai été en Grèce au mois de septembre. J'ai été à Calais. Je suis revenu en disant j'ai été en Grèce. Je les ai vus de mes yeux vus. J'ai discuté avec eux. Sur une centaine, par exemple, il y avait 2 réfugiés réels. Les autres, c'était des migrants économiques, le smartphone, de l'argent. D'ailleurs, ils allaient à l'hôtel. Des jeunes, très sympathiques au demeurant. On veut poursuivre nos études en Angleterre. On ne veut pas combattre en Syrie. On s'en lave les mains. Voilà. Je ne dis pas qu'ils étaient dans une situation facile. Je dis que ça n'a rien à voir avec le tableau qu'on a dressé à Paris. Des pauvres migrants, des pauvres réfugiés, etc. Allez à Calais, vous verrez, il y a des Érythréens, des Somaliens, de toutes les nationalités. Ce ne sont pas des réfugiés politiques au sens qu'on l'entend. La preuve en est, je veux être précis là-dessus, c'est que 80% des demandes d'asile sont refusées. Avec des commissions, j'ai été voir la Commission nationale de droit d'asile. Et donc, on est face à une utilisation du droit d'asile pour un phénomène migratoire considérable qu'il faut stopper. Deuxième mesure, rétablir les frontières nationales. Succession de haies, car nous sommes le seul continent qui a ouvert toutes ses portes. Troisièmement, gérer humainement, par des camps de réfugiés, comme nous l'avions fait au moment des Boat People. Le HCR, Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, avait créé des camps de réfugiés où les gens étaient soignés, accueillis. Et il faut placer ces camps de réfugiés en Turquie, en Grèce, en Italie, sur les pourtours de l'Europe, de manière organisée, et faire le tri des demandeurs d'asile et des réfugiés politiques là-bas, et être très ferme sur la fermeture des frontières. Quatrième point, lutter contre les passeurs. On ne va pas me dire que des puissances comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, avec des budgets militaires considérables, ne sont pas capables de détruire une centaine de passeurs. Enfin, changer radicalement de politique vis-à-vis de la Turquie. Ce qu'on fait vis-à-vis de la Turquie est une honte. C'est un Munich migratoire. L'attitude de Mme Merkel est une honte absolue et est en train de précipiter l'Europe dans le chaos. C'est-à-dire d'avoir cédé face aux Turcs. Ce sont eux les responsables de la situation aussi. Alain Baron. Et changer de politique étrangère, enfin, ça fait beaucoup en Syrie. Alain Baron poursuit. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Vas-y, Alain. Sur la Turquie, on a vraiment l'impression que c'est un chantage que font les Turcs en disant retenez-nous, alors on lâche les immigrés passés. Et en contrepartie, ils demandent l'accélération des négociations. Que faut-il faire ? Il faut carrément rompre ? Mais bien évidemment. On ne cède jamais au chantage face à des États qui jouent double jeu, qui sont en train de mettre un système autoritaire en place, arrestation des journalistes, qui achètent le pétrole de Daesh en contrebande, et qui laissent partir volontairement les migrants depuis 1 an. J'ai été en Grèce sur l'île de Léros. Les autorités turques ne savent pas qu'il y a les ventes des gilets de sauvetage dans tous les commerces des villes turques qui bordent la côte, ne savent pas qu'il y a des entreprises turques qui achètent les canaux, qui noient les gens. Bien évidemment que la Turquie le sait et le fait exprès. Et les gouvernements européens sont aussi lâches, faibles, pour accepter un chantage, donner 6 milliards d'euros, accepter la suppression des visas pour les citoyens turcs à partir du 1er juin dans l'espace Schengen. Mais je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de ce que ça veut dire. Puisque vous savez que de nombreux Turcs qui habitent en Irak ont le passeport turc. Ça veut dire que toute l'Europe va être ouverte au l'ensemble des citoyens turcs. Et troisièmement, relancer les négociations d'adhésion de la Turquie sur un chantage. Et le président de la République, François Hollande, totalement absent de la négociation, qui a disparu des écrans radars. C'est une honte pour la France ce qui s'est passé au sommet européen.
Une question de Laurent de Boissieu, de la Croix. À propos de sommet européen, tout à l'heure, au sujet de la PAC, vous avez dit au passage, soit ils cèdent et ils céderont, soit on s'en va. Oui. Quand vous dites soit on s'en va de quoi? De la zone euro, de toute l'Union européenne? Écoutez, ceux qui ont sauvé l'Europe, ce sont des vrais chefs d'État. D'accord? Ça a été qui? Le général de Gaulle qui a fait la politique de HS8 pendant 6 mois et qui a créé la meilleure politique agricole européenne, qui a garanti la sécurité alimentaire de l'Europe et la qualité alimentaire pendant 50 ans. Général de Gaulle. Margaret Thatcher, c'est pas ma tasse de thé, mais qui a défendu son pays et qui a rétabli l'équilibre. Helmut Kohl, qui a fait la réunification allemande. Je ne suis pas allemand, je suis en désaccord avec la politique de l'Allemagne, mais je comprends que les Allemands aient voulu être réunifiés. C'était des grands chefs d'État. Monsieur Cameron, on peut le critiquer, mais c'est le seul qui a gagné des élections jusqu'à maintenant. Les autres ont tous été battus. Sarkozy et Hollande sera battu. Donc tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe, c'est notre copropriété. On est copropriétaire de l'Europe. Et je ne vois pas au nom de quoi la France accepterait de laisser casser l'Europe, de la laisser détruire dans ses fondamentaux. Moi, je crois à une Europe des nations démocratiques qui travaillent ensemble et qui ont des projets communs. Le développement de l'Afrique, la lutte contre le cancer, la voiture propre. Voilà de beaux projets européens qu'on pourrait faire à 3 ou 4 pays. Donc moi, je veux revoir complètement les règles européennes. L'Union européenne, c'est pas ça du tout. L'Union européenne, c'est s'intégrer, in fine, pour arriver, si on veut être démocrate, à un fédéralisme. Si on veut être une intégration démocratique, l'Union c'est du fédéralisme. européenne est devenue une dictature. Sauf... Une dictature. Oui. Depuis le référendum de 2005, les Français ont voté non. Et on leur a imposé ce qu'ils avaient refusé. Les Hollandais ont voté non. On leur a imposé ce qu'ils ont refusé. Les Irlandais ont voté non, on leur a imposé ce qu'ils ont refusé. Et on traite la Grèce comme un pays occupé. Est-ce que vous croyez qu'on va construire l'Europe contre les peuples qui forment l'Europe? Mais c'est absurde. Il faut construire l'Europe avec les Européens en rendant aux nations la plupart des normes, parce que ce n'est pas une bureaucratie non contrôlée de décider de la façon dont on vit, en contrôlant nos frontières nationales, mais en revanche, en travaillant ensemble, et c'est ma différence avec le Front National ou avec ceux qui sont hostiles à l'Europe, en travaillant ensemble sur des beaux projets qui feront aimer l'Europe. C'est la fin de l'Union européenne dans les deux cas. C'est la transformation de l'Union européenne. C'est autre chose, ce n'est plus du tout le projet de l'Union européenne, c'est une autre mais Europe quel peut-être. projet vous parlez? Si c'est celui du... C'est pas le traité de Rome, là c'est un avatar d'Europe qui a trahi tout l'idéal européen, qui fait le nivellement social par le bas, le chaos migratoire et le règne d'une bureaucratie achetée par des lobbies financiers. C'est l'Europe, ça? Mais au nom de quoi on défigure l'Europe? C'est une trahison. Donc moi, je ne veux pas la fin de l'Europe, je veux la transformation de cette Union européenne dans une Europe qui respecte les démocraties et les peuples et qui en même temps travaille ensemble pour régler les défis du monde. Ce n'est pas la France seule qui va sauver l'Afrique. On va le faire avec nos amis européens. Ce n'est pas la France seule qui va inventer le vaccin contre le cancer. Donc, Allez, voilà. une question de Romain Mazenot de RCF. Romain. Ah, c'est vrai que c'est un changement radical. En 2010, au plus fort de la crise de la dette souveraine, vous annonciez la mort imminente de l'euro. Oui. 6 ans après, Je l'euro me suis est encore trompé bel et bien là. Vous croyez toujours à la fin de l'euro et au rétablissement du franc? Je crois que cette monnaie n'est pas viable. J'ai eu raison de critiquer très fortement l'euro quand il était surévalué. Et je ne renie rien, parce que quand on avait un euro à 1,45 $, nos entreprises ne pouvaient plus exporter. Et je pense que c'est grâce à la protestation que nous avons menée contre cet euro cher que M. Draghi a changé de politique et qui a pu faire baisser l'euro, ce qui a donné une bulle d'oxygène. D'ailleurs, quand je disais que l'euro allait baisser, que c'était bon pour les entreprises, on me disait que je racontais n'importe quoi. Et puis, Vous disiez surtout que l'euro allait disparaître. Attendez, la et suite. que c'était la- L'euro a baissé et ça a donné une bulle d'air. Je pense, et je maintiens, que cet euro n'est pas viable dans sa forme actuelle. Tous les gens sérieux le pensent. Tous les économistes sérieux prix Nobel le pensent. Et on le voit tous les jours en Grèce, parce que vous ne pouvez pas avoir la même monnaie entre la Grèce et l'Allemagne. En revanche, j'ai toujours défendu, vous reprenez mes écrits, Monnaie commune. la monnaie commune, c'est-à-dire l'euro franc, l'euro marque, c'est-à-dire, on a la veste la même couleur, tiens, tous les deux. Vous n'avez pas une veste rouge et moi une veste jaune. Ça veut dire qu'on est d'accord pour avoir la même couleur de veste. En revanche, on va mettre une taille adaptée à chaque économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, l'euro pourra être réévalué ou dévalué dans une limite d'un serpent, comme on avait quand ça marchait. C'est un système flexible qui garde les avantages de l'euro et qui évite les inconvénients de l'euro. Je suis convaincu qu'on ira vers ça. Et j'essaye d'être concret. Je veux proposer une voie qui permette à chaque pays d'avoir une monnaie qui n'étouffe pas sa croissance.
Flexibilité de l'euro, je préfère la flexibilité de l'euro que la flexibilité des salaires. Une question de... Sinon, on aura tous un salaire bulgare. Une question de Alain Baron, qui n'a pas un salaire bulgare, mais qui va poser une question. Si Monsieur Baron, pardonnez-moi, si Monsieur Baron était un ouvrier du bâtiment, on dirait à Monsieur Baron, vous êtes trop cher, on va prendre un Roumain et on va pas payer les charges sociales en France. Et Monsieur Baron serait au chômage, ou moi, si on prenait le jour où les députés roumains remplaceront des députés français parce qu'ils sont 10 fois moins chers. Vous verrez que les députés commenceront à se proposer la question des travailleurs détachés, les journalistes aussi. Et Alain Baron est un excellent journaliste de Radio Notre-Dame. Et on n'a pas envie de le pose une question. remplacer. Et on n'a pas envie de le remplacer, surtout. Merci beaucoup. Vous avez parlé de M. Cameron tout à l'heure. On sait que le Royaume-Uni hésite ou va peut-être sortir de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait grave pour l'Union? Ce serait une chance pour l'Union et une chance pour le Royaume-Uni. J'aime beaucoup les Anglais parce que c'est un peuple libre qui croit beaucoup à sa démocratie. Je ne suis pas en accord avec les Anglais sur tous les sujets, loin de là, mais c'est un des derniers pays qui a encore le sens de la démocratie et de la liberté. Donc je pense que les Anglais vont sortir de l'Union européenne, qui est un système autoritaire, non démocratique, et que ça va être une chance pour remettre en cause ce système et le reconstruire. Encore une fois, je ne veux pas la fin de l'Europe. Je veux sa transformation, sa reconstruction. Vous n'assumez pas de dire que vous êtes pour que la France sorte de l'Union européenne comme le Royaume-Uni pourrait le faire. Mais si, c'est ce que vous dites. Parce que nous ne sommes pas anglais. La conséquence de ce que vous dites. Même si c'est pour reconstruire quelque chose après. Mais le fait est que... Mais je pense qu'on n'en aura pas besoin. Je pense que si vous avez un chef d'État qui a du caractère, il faut dénoncer les traités européens. Oui, mais ce n'est pas sortir. Je déteste ce mot sortir. Nous sommes au cœur de l'Europe. D'ailleurs, nous ne sommes pas anglais. Nous sommes attachés. Nous sommes sur le continent. Pourquoi aurions-nous cette obligation, soit de partir comme si on allait déménager la France et creuser une mer entre la France et l'Allemagne, soit d'accepter un système fou? Je veux transformer ce système. Donc, je dis qu'on n'a pas à sortir, on ne va pas déménager la France. En revanche, une France soumise à un système non démocratique, ça doit être terminé. Et on aura reconstruire avec nos amis parce qu'il y a le même impatience, la même espérance dans les autres pays, les Italiens, les Allemands, le peuple n'en peut plus de cette organisation. Donc on ne va pas quitter. C'est comme si vous me disiez, on est dans un immeuble, je vais sortir mon appartement de l'immeuble. Non, on va changer le syndic de copropriété. On va reprendre le pouvoir. Et on va gérer l'immeuble différemment. Et voilà, c'est pas la même chose. Romain Masnou de RCF. Si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un homme dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Donald Trump. Nicolas Sarkozy a eu des propos assez louangeurs à son égard, en disant que c'était un avant-goût de ce qui allait arriver en France avec la victoire d'un candidat du peuple contre le candidat des élites du système. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez en phase avec Donald Trump? Écoutez, je ne dirai rien sur Nicolas Sarkozy par charité. Quant à Donald Trump, je pense que c'est la conséquence de l'injustice permanente qu'il y a aux États-Unis. Ça fait 20 ans qu'une minorité, 1 pour 1000 de la population, s'arroge une richesse créée par tout un peuple. Les journalistes, pardonnez-moi, la plupart, pas tous heureusement, français ont cru que ce système inégalitaire allait toujours durer. Et il y a un moment, quand vous tirez sur la corde, elle lâche. Et Donald Trump est le symptôme, qui n'est pas ma tasse de thé à titre personnel, parce que je n'ai pas cette conception du discours politique et de la démagogie, mais il est le symptôme d'une société malade qui n'en peut plus d'être gouvernée contre le peuple. Et ce qui est vrai, si vous regardez les débats américains, c'est très intéressant, c'est un peu la nuit, il faut se coucher tard, vous verriez qu'il y a les mêmes problématiques qu'en France. C'est-à-dire une classe politique, oligarchique, financière, journalistique pour certains. C'est un milliardaire, Donald Trump. Non mais, bien sûr. Mais alors... aux États-Unis, les milliardaires sont aimés, pas en France. Ce que je veux dire, c'est que le monde occidental, capitaliste, a cru qu'avec la fin du communisme, il pouvait se dispenser d'une réflexion sociale et qu'il pouvait toujours faire travailler toujours plus et créer toujours plus de chômage par une mondialisation inhumaine. Cette mondialisation inhumaine se fracasse sur les réalités de l'injustice sociale. Et ce qui est triste, c'est que des gens raisonnables, j'allais dire républicains, modérés, ne soient pas capables de corriger le tir. Et Trump réussit aux États-Unis parce que l'élite américaine a abandonné le peuple. Et en France, il faudra un candidat du peuple, oui,
mais un candidat du peuple qui soit raisonnable. Parce que le peuple n'est pas déraisonnable. Il attend une offre de rupture qui soit une offre de rupture sereine et rassembleuse. Et c'est ça qu'il faut faire. Merci. Nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un très très court instant avec Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. A tout de suite. On se retrouve pour cette troisième partie du Face aux chrétiens avec notre invité Nicolas Dupont-Aignan, qui est député de l'Essonne, président de Debout la France, et qui sera interrogé par trois journalistes partenaires de cette émission, Laurent de Boissieu de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot de RCF. Alors, bien évidemment, on va parler de la présidentielle, de ce qui se passe en ce moment dans la vie politique française, d'autant que Nicolas Dupont-Aignan va sortir bientôt un livre. C'est encore secret, on n'a pas le droit de le présenter, mais on l'a sous le coude. Et vous êtes gonflé, dites-moi. France, lève-toi et marche. Vous vous prenez pour le sauveur ? Non, je n'ai pas cette prétention. Mais je trouve que cette phrase est magnifique, et je l'ai toujours trouvée magnifique depuis mon enfance. Et j'ai osé, oui, la reprendre parce que je pense que notre pays a tout pour réussir. Et j'en suis convaincu. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. On me connaît souvent pour critiquer, parce que j'enrage de voir des mauvaises décisions prises, mais aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'on a été mal gouverné, et qu'on l'est. La question que se posent les Français, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ? Et est-ce qu'on peut s'en sortir ? Et moi, ce qui m'intéressait dans ce travail d'écriture, c'est d'essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut s'en sortir ? J'en suis absolument convaincu. Et comment on va s'en sortir ? Et je vais vous dire, c'est dans la tête. France, lève-toi et marche, ça veut dire, je veux dire aux Français, arrêtez d'être résignés, levez-vous, vous avez tout pour réussir, et je vais vous expliquer comment on va le faire ensemble. Il n'y a pas un sauveur. Il n'y a pas un sauveur. Il y a en revanche de changer les règles du jeu pour que chaque Français ait intérêt, personnellement, pour son intérêt individuel, que son intérêt individuel, je m'exprime mal, coïncide avec l'intérêt collectif. C'est-à-dire, il faut que chaque chef d'entreprise ait intérêt à relocaliser en France l'emploi. Il faut que chaque Français ait intérêt à épargner, par exemple, pour son logement, être propriétaire de son logement. Il faut que chaque Français ait intérêt à faire marcher son entreprise, la participation. Cette société de participation, c'est le gaullisme social. J'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que je suis certain, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on ne réformera pas contre les Français. Donc ça doit venir d'eux. Donc il faut leur dire on peut y arriver. Donc ils se lèvent et qu'ils marchent. Et oui. Une question de... Alors après, est-ce que c'est un miracle ou est-ce que c'est la force de la volonté ? Chacun, selon sa foi, jugera. Laurent de Boissieu de La Croix. Vous avez changé les règles du jeu, mais les règles du jeu électorales sont aujourd'hui telles qu'un parti comme le FN, qui fait autour de 30%, n'arrive pas à avoir de département, n'arrive pas à gagner de région. Alors qu'est-ce qui fait que vous et votre parti, autour de 5-6%, hein, ce qui est pas mal par rapport à d'où vous partez, mais qui progresse tout à fait, mais comment vous pouvez espérer prendre le pouvoir, notamment sans alliés ? Mais quand François Mitterrand était à 1% et le Parti communiste à 35%, pas tout à fait, mais 30. il n'a jamais été, il a été à 25. Ah, il avait monté trop. Hein. Non, 25 après 25. La libération. Oui. Bon, j'exagère un peu. Il l'a fait en prenant le PS. Vous voulez prendre les Républicains ? Il l'a fait en reconstruisant une action politique à partir de rien. Quand M. Obama s'est présenté, il n'était rien. Quand M. Renzi s'est présenté, il n'était rien. Je veux dire par là, nous sommes encore une fois le seul pays au monde où on considère que si on n'est pas dans l'écurie qui a échoué, qu'on n'est pas dans la cour des rois soleils, si on commence à mener une action obligatoirement solitaire, entre guillemets, au début, encore que j'ai eu 1 million de voix, donc ce million d'électeurs, il me tient chaud, on va échouer. Eh bien non, je crois au contraire que les Français ne supportent plus les partis actuels et ne veulent pas donner les clés de la maison à une famille qui dit parfois des choses justes, pourquoi le nier, mais qui, si elle gouvernait, risquerait de plonger la France dans des difficultés énormes, avec des excès. Et je pense que le peuple français est un peuple très sage, qui voit bien qu'il est dans une impasse, mais qui attend de voir une belle offre politique, qui est une offre constructive, et de rassemblement. Ma différence fondamentale avec le Front National,
c'est que nous sommes dans un esprit de rassemblement. Les gaullistes n'ont jamais été pour la division nationale, mais pour le rassemblement. Et que nous avons un projet d'avenir pour le monde d'après, j'allais dire à 50 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire de la France? C'est l'intérêt de ce livre, en tout cas j'estime. Qu'est-ce qu'on veut faire de la France dans 20 ans, dans 50 ans? Qu'est-ce qu'on veut pour nos petits-enfants? Et quand les Français connaîtront notre projet, eh bien vous verrez qu'on arrivera à les convaincre. Parce que nous sommes la seule voie raisonnable de rupture. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Vous parlez de rassemblement, mais il y a d'autres hommes politiques qui, peu ou prou, cultivent labourent les mêmes terres que vous. Je pense à Philippe de Villiers. Est-ce que vous parlez avec lui? Il a connu un grand succès de librairie. Robert Ménard aussi peut-être. Enfin, est-ce que vous essayez d'agréger un certain nombre de personnalités? Je parle avec les uns et les autres, Jean-Pierre Chevènement par exemple, Philippe de Villiers qui a annoncé dans son livre, bien avant, qu'il quittait la vie politique. Et je crois que c'est peut-être pour ça aussi, parce qu'il a apporté beaucoup dans ce livre de lui-même. Beaucoup de Villieris, Cécile Belle de Gessé était notre tête de liste au régional dans la région des Pays de Loire. Beaucoup de personnes nous ont rejoints de tous ces rangs. Parce que oui, il faut offrir aux Français un patriotisme intelligent, un patriotisme serein. Il y a un chemin de sortie de crise, il existe. C'est une espérance. Ce chemin de sortie de crise, il va falloir convaincre les Français qu'il existe. Mais je vais vous dire, avant de convaincre même qu'ils se penchent sur nous, il faut d'abord que nos concitoyens comprennent que leur pays, notre pays, peut y arriver, qu'il a des atouts incroyables. Ses paysages, ses terroirs, ses valeurs, sa productivité, contrairement à ce qu'on dit, sa capacité scientifique, sa capacité culturelle, ses innovations, son enseignement, ses enseignants qui sont abandonnés. Et mon bouquin, c'est que ça. C'est essayer, je voudrais que les Français le lisent pour qu'ils comprennent qu'ils ont tout en main. Et on a tout en main. J'étais un jour à Caen, et je voyais une photo dans un bistrot de la ville de Caen détruite à la Libération. Plus rien. Un champ de ruines. Nos grands-parents, mes grands-parents, ont cru en la France, ils ont construit la France, qui était ruinée. Et nous, aujourd'hui, on est 6e puissance mondiale, et on a besoin d'aller décorer le roi d'Arabie Saoudite, on a besoin de caler devant Erdogan, on a besoin d'aller chercher nos ordres à Bruxelles, chez des lobbyistes incompétents. Mais il y a un moment, il faut se réveiller, Français. Pourquoi, 6e puissance mondiale, on devrait se coucher? C'est ça le problème de la France aujourd'hui, c'est dans la tête. Une question de Romain Masneau de RCF. Une question à laquelle vous ne vous déroberez pas, j'espère. Au second tour de la présidentielle, si vous avez le choix entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, vous voteriez qui? Mais d'abord, tout mon combat, c'est d'éviter ce choix. Et donc, il n'y aura pas ce choix. Voilà. Il n'y aura pas ce Mais choix. pourquoi devrions-nous subir l'apocalypse permanente? Expliquez-moi. Au nom de quoi la classe politique, journalistique, médiatique, enferme les Français dans des choix impossibles? Mais vous voulez qu'il n'y ait plus de votants dans notre pays? Et donc, il faut, notre boulot est à debout la France. On a beaucoup de gens qui nous rejoignent en ce moment. Beaucoup de gens. Et des élus locaux, des maires. Il y a un maire républicain des Hautes-Alpes qui va nous rejoindre. De partout, il y a des maires qui nous rejoignent. Alors évidemment, ils ne sont pas connus. Mais qu'importe, parce que c'est la force de la France. C'est le tissu. On va redresser la France en partant des Français. Et surtout pas s'intéresser à ces choix hypothétiques qui n'ont aucun sens. On a 1 an pour faire mentir tout ça. Apocalyptique, dites-vous. Bah oui. Ouais, je suis désolé, hein, face à face, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, moi, c'est pas ma tasse de thé, je suis désolé. Je ne remets pas en cause les personnalités, hein, que je les respecte dans leur combat politique, mais on a quand même le droit de proposer autre chose. Une question de Laurent de Boissieu, La Croix. Est-ce qu'une des clés d'une réussite pour vous, ce n'est pas que des gens qui, sur le fond, sont très proches de vous, à la fois sur votre gauche, Henri Guénaud chez les Républicains, Oui. sur votre droite, Florian Philippot au FN. Vous êtes plus proche d'ailleurs de Florian Philippot que de l'aile Valeurs Actuelles, Philippe de Villiers, Marie-Marchal Le Pen, qui est plus identitaire et plus libéral. Je ne crois pas à l'identitarisme, je suis très clair là-dessus. Je vous fais une réflexion là-dessus. Je suis pour la fermeture des frontières. Je pense qu'on n'a plus de capacité d'assimilation. Je pense que l'objectif, c'est d'assimiler les enfants d'étrangers français qui sont sur notre sol et les étrangers en situation régulière. Mais en revanche, je n'ai jamais fait une différence, jamais, selon l'origine des gens et leur religion. Et ça me paraît le pacte fondateur. Voilà. Et vous dites bien assimiler, non pas intégrer. Assimiler, oui. Assimiler. C'est-à-dire qu'il faut que les gens assimilent notre culture Oui. et qu'ils oublient Oui. la leur. Non. Non? Non. Personne n'oublie sa culture, son identité, ses racines. Que vous soyez basque, alsacien, d'origine tunisienne ou autre, américaine.
Personne. En revanche, pour vivre ensemble dans un pays d'émigration, où il y a une forte accueil, s'il n'y a pas l'assimilation, c'est le chaos et le Liban. Et nous sommes partis pour le Liban. Donc je suis très clair. Fermeture des frontières, assimilation, égalité républicaine. Ça, c'est mon logiciel, vous le connaissez, c'est le logiciel de Philippe Séguin, c'est le logiciel de la nation qui rassemble. Mais il est également tenu, Mais qui est ferme. ce logiciel est également tenu par une partie, peut-être minoritaire de les Républicains. Mais avec oui, Henri très Guénaud, bien, mais il y en a beaucoup qui vont venir. Philippot au FN. Donc est-ce Mais- que ça ne vous, finalement, que ce discours spécifique, également porté par d'autres dans d'autres partis, ne vous limite pas électoralement? Mais ça ne me limite pas parce que les Français ne sont pas idiots, ils vont bien comprendre que Henri Guénaud dit des choses très justes, mais que malheureusement, il soutient des gens qui disent l'inverse. Et il y a des gens qui viennent du Front National chez nous et qui nous rejoignent parce qu'ils disent on a découvert que le Front National avait caché dans l'arrière-boutique des choses qu'on n'a pas envie de voir au pouvoir. Et donc moi je suis convaincu que le Front National n'existe que parce qu'on a oublié un patriotisme de rassemblement tolérant mais ferme. Fermeté et tolérance. C'est ça qui va sauver la France, pas autre chose. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, vous êtes maire d'une grande ville de banlieue, on Ville l'a dit. moyenne. Ville moyenne. 30 000. Mais 30 c'est 000 pas quand en même. poids, de toute façon. Quand même. Qu'on ait 1000 habitants ou 500 000, c'est la même chose. Comment faites-vous pour diminuer pour gérer plutôt la criminalité qui pourrit la vie des gens? J'aimerais qu'il y ait un État, parce que ce n'est pas les maires qui doivent être des shérifs. Alors qu'est-ce que je fais? On a un taux de délinquance chez moi de moitié par rapport aux villes voisines, parce qu'on a fait des efforts considérables, vidéoprotection, plus de 200 caméras, pas encore, mais presque, police municipale qui nous coûte cher, mais qui joue un rôle irremplaçable, grande fermeté républicaine, suppression des allocations, ça choque beaucoup aux familles de délinquants quand ils cassent le bien public. C'est une politique ferme et en même temps de justice sociale, mais je vais vous dire, je souffre comme ailleurs de ces bandes qui viennent d'ailleurs souvent de pays étrangers et qui se livrent à des cambriolages à outrance, d'un État faible, des voyous qui sont libérés systématiquement, notamment des trafiquants de drogue. Quand est-ce qu'on va lutter contre le trafic de drogue qui pourrit notre jeunesse dans notre pays? Voilà la question. J'ai un trafic de drogue très lourd. Nous avons mis 6 mois à les arrêter, la police. Gros travail des policiers. Ils ont été tous libérés dans la journée. Voilà. Et ils continuent à vendre de la drogue. Donc, fermeté républicaine, la République, c'est des droits et des devoirs, voilà. Et expulsion des étrangers qui se livrent à du trafic de drogue, qu'a supprimé d'ailleurs Nicolas Sarkozy, qui joue les répressifs, mais qui a laissé les étrangers trafiquants de drogue dans notre pays. On doit les expulser, comme tous les pays du monde. Moi, je ne demande pas la lune, je demande de la fermeté. Romain Mazenot, RCF. On se souvient que l'insécurité, justement, avait été le thème phare de la présidentielle de 2002, avec le résultat que l'on sait. Est-ce que l'insécurité et peut-être à une autre échelle, le terrorisme, risque aussi d'être un sujet important pour l'année prochaine? Bien sûr, mais moi, je vais vous dire, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on arrête préventivement les 250 djihadistes qui sont de retour sur notre sol, qu'on connaît, qui sont identifiés et qui sont en liberté, pour certains. Je n'arrive toujours pas à avoir du gouvernement une réponse précise à l'Assemblée nationale, les Républicains non plus, personne, sur où sont les djihadistes de retour de Syrie, des gens qui ont été coupés des têtes là-bas au sens propre, qui ont été décapités des gens, qui ont combattu contre nos armées, qui se sont livrés à des actes de barbarie, qui sont revenus sur notre sol et qui sont en liberté. Au nom, soi-disant, de nos principes démocratiques. Alors qu'on m'explique, les Américains ont eu le courage de faire Guantanamo, avec des excès. Je ne suis pas pour Guantanamo, bis, mais je suis pour l'arrestation de tous les djihadistes qui reviennent de Syrie. Sur quels critères la justice et la police et la justice peut-elle arrêter des gens qui sont allés en Syrie? Sur quels critères? Bien, sur des critères évalués. Quand vous avez été combattre nos armées, vous êtes coupable de haute trahison. Ils ont été combattre notre ennemi, avec notre ennemi. Ils sont allés à l'étranger, en Syrie, mais il ne s'agit pas d'arrêter tout le monde comme ça. Il faut faire une enquête. D'accord. D'accord. Mais une fois qu'on a fait l'enquête, il faut les mettre en prison. Et il faut les isoler sur un territoire lointain. Mais c'est un principe de précaution. Comme il faut fermer les frontières. Quand j'ai rencontré le président de la République, je le raconte dans mon livre, il me dit « mais je ne crois pas aux frontières nationales ». Mais je lui dis « mais tous les terroristes ont franchi nos frontières dans tous les sens et on ne les a pas vus ». Il faut rétablir le contrôle aux frontières. C'est une obligation. Merci beaucoup Merci Nicolas à Dupont-Aignan de nous avoir réservé cette interview pour Face aux chrétiens et nous nous retrouvons bien évidemment la semaine prochaine pour un autre Face aux chrétiens. Notre invité sera Michel Barnier. Si vous avez pris cette émission en route, vous savez que vous pouvez la retrouver sur les sites de Radio Notre-Dame, de RCF, de KTO et de La Croix. À bientôt.